Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission. Notre cœur accroché du jour, à 28 ans, il nous vient d'Apatou. Il est directeur des services et c'est le plus jeune de Guyane. Rappelez-vous, c'était durant les vacances, on se demandait si Kassav allait réellement pouvoir se produire à Apatou. Eh bien, il fait partie de ceux qui ont contribué à ce tour de force. Kevin Ardevel, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Vous êtes né en 1991 à Apatou. Vous veniez en pirogue à l'école et l'après-midi, vous étiez à l'Abati pour aider les anciens à cueillir le manioc, préparer le couac, tout en bénéficiant de l'expérience des aînés. Vos amis disent de vous que vous êtes friand de découvertes. Après quelques études effectuées à Clermont-Ferrand, vous décidez de revenir à Apatou. L'appel du pays était plus fort. BTS Management, master des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, vous intégrez l'enseignement, puis, repéré par la mairie, vous devenez en 2017 le plus jeune directeur de service. Vous devenez très important pour la commune d'Apatou. Père de 2 enfants, une fille et un garçon, vous savez profiter de la vie et de ses petits plaisirs. Amateur de piano et guitare, vous appréciez de jouer avec vos amis. À vos heures, vous composez quelques morceaux. Votre secret ? Vous ne connaissez pas beaucoup la Guyane au-delà du Maroni, mais vous mettez un point d'honneur à la découvrir en commençant par le Lawa et la commune d'Apatou. PNC aux portes, préparez-vous au décollage. Alors, on voyage à travers le monde et on ne connaît pas la Guyane. C'est ça, c'était un petit secret, oui. Oui. Et alors, vous souhaitez remédier à ça dans l'avenir ? Oui. Et dans pas longtemps, en tout cas. Donc, à 28 ans, en 2017, vous devenez le plus jeune DGS, directeur des services de Guyane. En quoi ça consiste, votre métier, pour commencer ? En fait, mon travail consiste à coordonner l'ensemble des activités des services de la commune. Oui. Et à mettre en place les projets qui sont inscrits sur la feuille de route de l'équipe municipale. Et surtout, me positionner en tant que manager pour booster un peu les collègues, justement pour atteindre les objectifs que fixent les élus. Donc l'idée, c'est de coordonner un peu le travail de tous les services. C'est ça. Disons que je représente les élus auprès des services. D'accord, vous faites le lien. Et voilà, c'est ça. Un événement marquant de votre vie professionnelle, c'était le 17 août dernier. Le mythique groupe Kassav a fait une halte à Apatou pour la tournée de ses 40 ans. Et on s'est demandé à un moment donné, est-ce que réellement ça allait se faire ? Racontez-nous un peu. Disons qu'on a déjà la municipalité avait déjà fait venir un groupe international à Apatou en 2010. C'était le groupe de Loké Doubé. Et il y avait un public qui était chiffré à 10 000 personnes. Sauf que les services de l'État, en fait, ne connaissaient pas ce groupe. Et du coup, au niveau des exigences pour de sécurité, le dispositif de sécurité, c'était un peu light. Mais là, pour Kassav, lorsque l'annonce a été faite par l'élu, le premier adjoint qui est le président du comité des fêtes, donc l'association qui a organisé la manifestation, les services, la sous-préfecture nous a alertés sur les conditions d'accueil sécuritaire, oui. Et ils étaient assez exigeants. Donc, c'est pour ça que ça traînait un peu. Voilà, c'est pourquoi ça traînait un peu. Le doute était permanent. Sauf qu'on y croyait. Donc, ce sont mes collègues, les responsables de service qui étaient membres de l'association aussi, qui ont organisé cette manifestation. Moi, j'étais là pour représenter, bien sûr, la collectivité, pour donner les grandes lignes. Mais on n'a pas fait appel à un prestataire externe. C'est vraiment la commune qui a organisé l'événement avec Kassav, le groupe emblématique. Et pour vous, professionnellement et personnellement, de relever un tel défi, juste 2 ans après votre mise en place dans cette direction, qu'est-ce que ça représente ? Je me dis qu'il faut toujours que je croie en mes ambitions, en tout cas. Et il faut savoir que le projet de Kassav à Apatou, c'est un projet qui date de 2010. Ah oui, quand même. Il a fallu 9 ans pour le mettre en place. 9 ans, et il fallait donc chercher une stratégie, justement pour que le coût soit moindre pour la commune. Mais faire venir Kassav à Apatou, ce n'est pas le cachet en fait, du groupe qui coûte cher.
c'est toute l'organisation qu'il y a autour. Il faut créer des emplacements de parking, payer des boîtes de sécurité. Donc il y a tout ça. Donc aujourd'hui, je pense que lorsqu'une une autre commune en fait, voudra mettre en place un projet, une opération d'une telle envergure, je pense qu'ils vont faire appel au comité des fêtes d'Apatou. Et ça fait jurisprudence d'une certaine manière. Voilà, voilà. Et la place des fêtes était remplie, bondée de monde. Il y avait des centaines, des milliers de gens qui étaient venus pour assister à ce concert. Des gens qui, peut-être, si jamais il n'y avait pas eu Kassav, ne seraient jamais venus à Patou. Qu'est-ce que ça représente d'avoir jeté comme ça une lumière sur cette commune guyanaise? C'est ça. Disons qu'on a organisé cette manifestation pour la commune d'Apatou. Donc, parfois, lorsqu'on donne les chiffres comme ça, disons qu'il y a eu environ 20 000 personnes, on aura tendance à dire que c'est peut-être 3 000 personnes qui sont de la commune d'Apatou et puis le reste viennent d'ailleurs. Mais non, en fait, on a réussi à mobiliser toutes les personnes âgées, en tout cas celles qui étaient en mesure de se déplacer. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on va dans les villages, même les plus éloignés de la commune, on n'a que des retours positifs. Mais vous diriez qu'il y a combien de gens d'Apatou et des alentours et combien de l'extérieur, je veux dire, de la Guyane entière, qui viennent de Cayenne de Matoury, je ne sais pas, de Saint-Laurent, qui viennent à ce concert? On est à combien de pourcentage de locaux, d'Apatou et du reste? Je dirais environ 40% quand même. De locaux? De locaux. Ah, quand même. Et il y a eu des gens qui sont venus du Suriname aussi. Beaucoup, oui. Et professionnellement, personnellement, d'avoir relevé un tel défi, on se base sur quoi? Comment est-ce qu'on se sent? Disons que je suis satisfait du travail que j'ai pu faire. Et je suis satisfait de l'équipe aussi. Et aujourd'hui, je me dis que pour les années à venir, si on a un autre projet comme ça, on avancera, on se lancera sans crainte. Voilà, et puis personnellement, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, je revois encore les vidéos. Et franchement, c'est une opération qui a été réussite. Nous proposons à l'invité dans cette émission de nous faire découvrir une de ses lectures. Et vous avez souhaité nous parler des 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Pourquoi? Alors, c'est un livre qui s'appelle Power, donc les 48 lois du pouvoir. En fait, ça évoque des règles de vie qui sont adaptées dans plusieurs situations. Et chaque loi, en fait, est illustrée par des anecdotes historiques. Oui. Donc, on fait l'examen de plusieurs figures historiques qui ont marqué l'histoire du monde entier. Et lorsqu'on se prépare à devenir manager, en fait, il y a des règles à appliquer pour éviter l'échec. Quelles sont ces règles? Vous en avez 2, 3 qui vous ont permis d'être un bon manager? On va citer, par exemple, la première loi. Donc, je n'ai pas l'intitulé exact, mais en gros, ça dit qu'on ne doit jamais essayer de dépasser le maître. Donc, dans une collectivité, on a un supérieur hiérarchique et parfois, pour prouver ses talents, on aura tendance à trop parler. Par exemple, lorsqu'on est à une réunion de travail, on aurait tendance à faire du zèle, à vouloir montrer qu'on est compétent, et là, c'est contre-productif parce qu'en fait... Voilà, après, le supérieur en face de moi, ils sont comme si je lui fais un peu de l'ombre. Exact. Et au final, j'obtiens un résultat négatif. Vous voyez, donc franchement, c'est un livre très intéressant que je recommande à tous les managers. Est-ce que c'est si important que ça d'avoir du pouvoir pour vous dans la vie? Il faut avoir le pouvoir pour exister. Après, ça dépend de la conception en fait, qu'on a de la chose, mais on peut avoir le pouvoir sans montrer qu'on a vraiment le pouvoir. Donc, l'essentiel, en fait, c'est d'obtenir ce qu'on veut. D'avoir le pouvoir et de ne pas le montrer. Est-ce que le pouvoir, c'est comme de la confiture, moins on en a, plus on l'étale?
On peut le voir comme ça, mais l'essentiel, en fait, c'est d'atteindre ses objectifs. Donc, peu importe, même si on utilise la stratégie de la manipulation, mais à partir du moment où on garde une relation de confiance, oui. mais qu'on ne met pas en péril la relation avec la personne qu'on a manipulée, ben, tout est possible. Oui, parce que justement, ce qui m'a intriguée dans ce bouquin de Robert Greene, c'est qu'il parle de séduction et de manipulation. À l'entendre comme ça, on a l'impression qu'il s'agit de quelque chose d'un peu pas très catholique, un peu douteux. On peut le voir comme ça, mais en fait, toutes les lois ne sont pas à utiliser comme ça, en fait. Pas au pied de la lettre, en tout cas. Voilà. Donc, il faut justement l'adapter à son contexte. Très bien. On passe à présent à cette rubrique de l'émission où on parle d'un homme, en tout cas pour vous c'est un homme, qui a occupé une place importante et occupe toujours une place primordiale dans votre vie. Il vous a tout appris. C'est qui? Oui, c'est Leesman Jacob. Qui est-ce pour vous? C'est mon grand-père. Donc c'est celui qui m'a élevé avec ma grand-mère. Donc ma mère m'a eu assez jeune. Et donc dès l'âge de 3 ans, j'ai quitté la maison de ma mère pour aller m'installer chez mes grands-parents. Du coup, lui, c'est votre figure paternelle? Voilà, parce qu'il m'a tout appris. On faisait pas mal de sorties dans la forêt, parce que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup. On travaillait le bois. On faisait la construction de pirogues aussi, donc il nous a tout appris. En fait, c'est quelqu'un qui nous a appris à devenir autonomes pour affronter la réalité de la vie. Il nous a préparés à affronter la réalité de la vie. En gros, ça veut dire qu'en cas d'échec scolaire, même en cas d'échec scolaire, en fait, il nous préparait à avoir une autre alternative pour exister dans la société et subvenir à ses besoins. Donc l'école n'était pas une fin en soi, peut-être? Ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéressait pas à l'école, parce que bon, il nous posait pas mal de questions, même si c'est quelqu'un qui ne maîtrisait pas vraiment la langue. Mais, quelle langue? La langue française, pardon. Mais il se préoccupait de notre étude. Voilà. Et je disais qu'on faisait beaucoup de sorties en pirogue. Et on a passé, enfin, je dis on parce qu'il y avait d'autres garçons avec moi, mes cousins. Oui. Mais on a passé une grande partie de notre enfance avec lui. Et c'est un homme qui savait construire des maisons. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez construire une maison? Non, je dirais non, parce que j'étais trop jeune, justement, lorsqu'on travaillait avec lui. Même, je ne suis pas en mesure de construire seule une pirogue. Mais vous avez une idée, quoi. J'ai une idée. Votre grand-père est l'un des premiers du village à avoir une télévision. Qu'est-ce que ça représente pour un petit garçon de se dire « Ah tiens, chez moi, il y a une télé ». Il était effectivement le premier à avoir acheté une télévision dans le village. Et pour nous, en fait, c'était le fruit du travail qu'on faisait avec lui. Et là encore, c'est une preuve, en fait, pour nous dire que pour se différencier des autres, en fait, il faut travailler. Justement, il faut se donner les moyens. Et la télé, disons qu'il l'a achetée pour nous, les garçons qui travaillaient. Et je me rappelle, chaque soir, en fait, il y avait tous les gamins du village qui étaient concentrés. Juste les gamins, peut-être les grandes personnes aussi. Les grandes personnes aussi, mais ils étaient à l'intérieur, qui restaient derrière la fenêtre pour regarder la télé. Et ça, c'était assez impressionnant quand même. Est-ce qu'on est important dans un village quand on est dans une maison où on est les seuls à avoir la télé? Très important, donc on se fait des amis facilement. Donc peut-être que lorsqu'on est un ami d'un enfant qui habite la maison, on sait qu'on pourrait rentrer à l'intérieur pour regarder la télé. Donc il était aussi la seule personne à avoir construit une maison en dur dans le village. Et partir à l'école en pirogue, ça a toujours l'air très inhabituel, mais pour vous, c'était habituel de partir à l'école en pirogue. Oui. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que ça représente maintenant que vous avez voyagé, été ailleurs qu'à Apatou, de se dire quand moi j'étais petit, eh ben, j'allais à l'école en pirogue. C'est quand même la classe, je veux dire, d'une certaine manière. La classe, oui et non, parce que bon, lorsqu'on voit les conditions de sécurité aussi, on se dit qu'il y a un risque pour les gamins qui prennent la pirogue chaque matin. Mais ça, ce n'est pas un obstacle en tout cas pour la réussite scolaire. Moi, ça faisait partie de ma réalité. Je me levais à 5 h du mat, donc je prenais la pirogue à 6 h. Pour arriver à Apatou à 6 h 45. Donc, bon, on sent déjà la fatigue. Dès qu'on rentre dans la classe, on sent qu'on est fatigué. Mais je veux dire, moi je sais que voilà, c'était la réalité, il fallait l'accepter. Ça ne m'a pas empêché en tout cas, parce que bon, je savais déjà qu'il fallait que je me concentre à l'école. Et ce qui est difficile, c'est que l'enseignant même, si l'enseignant ne maîtrise pas ça, si l'enseignant n'est pas au courant... En fait, il aurait tendance à être trop dur avec l'enfant alors qu'il vit quelque chose de pas évident peut-être. Voilà, donc c'est pourquoi lorsque j'ai pris mes fonctions en tant que directeur général à la mairie, on organise à chaque début d'année scolaire une excursion en fait, pour montrer, une excursion dans les Écarts Nord, pour montrer aux nouveaux enseignants en fait, la réalité de ces enfants. Voilà. On est arrivé au moment où vous allez partager avec nous une citation, Kevin Ardebel, une citation qui guide votre action et votre vie en règle générale. Je vais vous laisser l'écrire dans notre livre d'or. Bien sûr. Et l'idée, c'est de partager avec nous cette citation qui vous permet d'avancer, qui a une sorte de leitmotiv, de credo de vie, inspiré d'un auteur ou non, qui guide vos pas. C'est quoi cette citation? Donc, si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. C'est de Lao Tse. C'est ça. Pourquoi cette citation? En fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il faille devenir autonome dans la vie. Donc là, ça fait référence à l'autonomisation, en fait. Ça voudrait dire, au lieu de donner la production finale à la personne, vaut mieux l'apprendre, justement, la procédure. Et on peut aller plus loin, justement, dans cette citation, en disant que l'idée, en fait, pour apprendre à quelqu'un de devenir autonome, c'est ne pas de produire le travail à sa place. C'est de l'aider, justement, de lui montrer comment faire. Et puis demain, on n'aura plus à intervenir, justement, pour l'aider. Et ça, c'est quelque chose qu'un manager, en fait, un responsable de service, doit appliquer au quotidien avec ses agents. Donc, au lieu de faire le travail à la place des agents, il vaut mieux lui montrer, même si on n'a pas, je veux dire, les ressources, il y a des formations qui existent. Et en tout cas, ça permet d'avoir un gain de temps énorme et de se concentrer sur des dossiers un peu plus importants. C'est quoi la difficulté, quand on est manager, de diriger des gens, de diriger des êtres humains qui ont leur vie, leurs histoires, leurs compétences également, leur construction de vie qui... Bon, déjà, gérer l'humain, c'est quelque chose de très difficile, mais gérer ses aînés, c'est pire. Et je lis, j'ai fait beaucoup de lectures de livres de management, et je suis jamais tombé en fait sur un livre où on évoque cette situation-là. Donc la difficulté, en tout cas, c'est, en tout cas moi, mes difficultés... C'est vis-à-vis des aînés. Vis-à-vis des aînés, justement, à imposer ma volonté. Face à qui on a habituellement une certaine forme de déférence, peut-être, qu'on le veuille ou non. C'est ça, et
ce sont des principes en fait qu'on ne peut pas, avec lesquels on ne peut pas rompre en fait. Parce que je suis d'origine bushinengue. La plupart de mes agents, enfin de mes collaborateurs sont bushinengue. Oui. Et une grande partie ont participé à mon éducation. Et là, vous devez leur donner des ordres. C'est ça. Et je pense que c'est une situation qu'a dû vivre également un de vos collègues, un de vos proches, qui a bien voulu nous dire quelques mots à votre sujet. On va l'écouter, on revient juste après. D'accord. C'est un ami de longue date, hein. On se connaît depuis tout petit. On a été à l'école ensemble, à maternelle, élémentaire, le collège. Ensuite, on s'est retrouvés à l'université. Et là maintenant, on est collègues de travail à la mairie d'Apatou. Donc c'est quelqu'un de sérieux, un bosseur et quelqu'un de très 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 ambitieux. Donc moi, si je devais lui donner un conseil aujourd'hui, c'est de poursuivre ses ambitions, quels que soient les obstacles qu'il va rencontrer sur sa route. Quelqu'un de très ambitieux, c'est ça? Oui. C'est le cas? C'est le cas effectivement. Ambitieux, mais enfin, pas mégalomane. Donc j'ai des ambitions et lorsque je sais que... Quelle différence vous mettez entre ces deux termes, ambition et mégalomanie? En tout cas, j'ai pas pour habitude de voir les choses en grand. Donc ambitieux, dans la mesure où j'ai une mission à accomplir, je vais me donner les moyens. Et puis il y a la volonté aussi qui est là, justement, qui m'accompagne justement à atteindre mes objectifs. Lorsqu'il dit que je suis très ambitieux, en fait, il fait référence au métier que je fais aujourd'hui, au travail que je fais aujourd'hui, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Et la manière aussi dont je le fais, lorsqu'on a une mission à accomplir pour la collectivité, la manière que je m'entreprends en fait pour motiver l'ensemble des agents, donc à chaque fin de réunion, ils disent que je suis trop ambitieux, on ne va jamais y arriver, mais je leur dis, il faut y croire. À chaque fois qu'on y croit, en fait, on y arrive. Il faut. Et c'est ça. Et dans cette émission, vous avez choisi de parler d'une musique, Fast Car de Tracy Chapman, et c'est la musique qui vous touche. Pourquoi vous touche particulièrement cette musique? Déjà, en premier lieu, c'est la mélodie. Et c'est un morceau qu'écoutait ma maman depuis que j'étais tout petit. Et Fast Car, pourquoi? C'est l'histoire en fait que ça raconte. En fait, Tracy Chapman nous raconte son enfance qui n'était pas forcément heureuse. En fait, son papa était alcoolique. Donc, à un moment donné, elle a dû quitter l'école pour trouver un job. D'ailleurs, elle le dit, pour pouvoir s'occuper de son papa. Elle a quitté le foyer familial pour aller s'installer dans une autre ville où elle trouve un compagnon. Le compagnon aussi, lui, il est devenu alcoolique. Le même donc, schéma. Voilà, c'est le même schéma, le cycle recommence. Donc, à un moment donné, elle a trouvé un travail très intéressant. Donc, elle propose à son mari de partir dans sa voiture rapide. Et voilà, donc c'est un morceau que j'aime bien. Merci beaucoup. On écoute un peu. Kevin Ardevel, merci d'avoir partagé ces moments de vie avec nous. Restez encore avec nous. Un petit moment, on partage un moment média et radio avec Kelly. Kelly, bonsoir. Bonsoir Ayo. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Ce soir, vous allez nous parler de Mikey, un animateur qui est aussi un artiste accompli.
Exactement. Alors, Michael Benjamin, Mikey 3000 ou Mikey, eh bien, c'est un animateur qui est un génie de l'écriture. Alors, vous l'avez dit, connu également en tant que chanteur, notamment dans l'Hexagone. Il a participé au casting radio en 2016. Très vite, il a su se démarquer et remporter le challenge. Il a commencé à travailler pendant le week-end et encore une fois, il s'est démarqué et a intégré l'équipe en semaine, du lundi au vendredi. Alors, c'est une émission à rebondissement, notamment avec le père Fourien, qu'il fait lui-même, petit secret dévoilé. Il y a également Couleur Timoun ou encore le blind test. Mikey est très à l'écoute de ses followers puisqu'il publie régulièrement sur son compte Instagram des photos avec notamment les invités qu'il reçoit et également très à l'écoute de ses auditeurs, notamment au 31 9000. Notez ce rendez-vous vraiment très intéressant du lundi au vendredi à nous-mêmes, qu'est nous-mêmes avec Mikey un peu foufou mais au cœur tendre de 16h à 18h. Merci beaucoup Kelly, on vous retrouve demain pour le web. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Ce soir nous recevions donc Kevin Ardevel qui est le plus jeune directeur des services de Guyane. Il nous parlait d'ambition et non de mégalomanie. Il nous parlait également de détermination et de pouvoir. Merci d'avoir été sur ce plateau avec nous. Restez accrochés sur Guyane la première. Ça fait long de venir à d'Apatou pour venir à Kelly. Il faut compter au moins 4 heures de voiture. En respectant les limitations de vitesse et tout ça, 4 En respectant la limitation, c'est plus de 5 heures. 5 heures. Oui. Ah ouais. Suivez l'info sur Guyane la Première, télé, radio et Internet.